La deuxième session ordinaire de l'année 2024 connaît ici son épilogue pour les conseillers de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. C'est devant ces cadres, membres et responsables d'organes de régulation que Édouard Loko, président de la RAC, a clôturé la dite session. Au total, 27 rapports ont été examinés et 10 décisions ont été prises, notamment régulation des médias, délivrance des cartes de presse aux professionnels des médias, opérationnalisation de la TNT, création du bureau de vérification de la publicité, appel à candidature pour les propositions à la nomination par le président de la République en Conseil des ministres, des directeurs généraux et des directeurs des organes de presse et services publics, Société de radio et de télévision du Bénin, SRTBSA et Office national d'imprimerie et de presse ONIP. La RAC, en sa qualité de garante de l'exercice de la liberté de la presse et de la communication, a, au cours des travaux de la deuxième session ordinaire de l'année 2024, examiné en plénière 10 rapports et pris 4 décisions dans le cadre de la régulation des médias. Il s'agit des rapports ci-après. Rapport relatif à la délivrance des accréditations. Rapport relatif à la tournée de sensibilisation des médias audiovisuels sur le respect des grilles des programmes, des conditions et des redevances. Rapport relatif à la nécessité d'actualiser la liste des journaux et écrits périodiques ayant une existence légale en République du Bénin. Le président de la RAC a par ailleurs remercié ses collaborateurs pour le travail abattu au cours de cette période. Mesdames et messieurs les cadres de la RAC, permettez-moi en votre nom de remercier sincèrement les responsables d'associations, les directeurs des organes de service public et tous nos invités ainsi que les journalistes. Et nous travaillons et nous continuerons à travailler à faire de la RAC une institution sérieuse, crédible, afin d'obliger les pouvoirs publics à jouer leur partition parce qu'elles ont leur partition à jouer envers la profession. Pour finir, j'aimerais vous inviter déjà, parce que nous avons beaucoup travaillé, vous avez vu, mais il nous reste surtout que nous sommes déjà dans une année électorale. Cette clôture de la deuxième session ordinaire de l'année 2024 marque non seulement la fin d'une année riche en décisions, mais aussi le début d'une nouvelle étape où les défis de la régulation des médias seront au cœur des priorités. À défaut du baccalauréat ou d'un titre admis en équivalence, les personnes désireuses de poursuivre leurs études à l'université d'Abomey-Calavi peuvent le faire grâce à l'examen spécial d'entrée à l'université. Cet examen est organisé chaque année. Un tel examen depuis 1972. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas sans savoir que ceux qui n'ont pas le baccalauréat ou un autre diplôme admis en équivalence, c'est parfois des gens qui n'ont pas beaucoup de réussite avec cet examen-là, mais qui sont désireux de poursuivre leurs études à l'université. Pour la plupart, c'est des gens qui sont dans une activité professionnelle déjà et qui ont aussi du mérite quelque part, mais juste qu'ils n'ont pas pu avoir une réussite avec cet examen-là. Et ceux-là, l'université a vu juste en mettant à place cet examen qui permet de jauger leur niveau avec 3 matières clés. Et avec ces 3 matières-là, lorsqu'ils arrivent à donner le meilleur d'eux-mêmes et qu'ils ont le niveau de performance requis, ils peuvent donc réussir et pouvoir nourrir ou bien atteindre cet objectif qu'ils ont toujours, celui de s'inscrire à l'université. Il faut, dans les conditions de participation, avoir le BEPC, être âgé au moins de 25 ans à la date de l'organisation de l'examen. Et donc, pour les 5 filières que nous avons, il faut préciser que par le passé, à sa création, le jeu avait 3 options. L'option A1 et une option dite A2 dédiée pour ceux-là qui ont la capacité en droit
mais qui n'ont pas réuni les conditions d'une inscription à l'université, c'est-à-dire avoir la capacité en droit avec une moyenne de 12 au moins. Donc ceux-là sont récupérés et participent à l'ESE pour l'option A2. Mais il y a une troisième option, c'était dans le temps l'option B, pour ceux qui veulent s'inscrire à la FAST, à la faculté des sciences et techniques. Mais par la suite, on a ajouté 2 autres options à cet examen pour donner plus d'ouverture aux candidats. Il s'agit de l'option C, qui est dédiée à ceux qui sont diplômés de l'ES-INMES, ceux qui avaient le diplôme de l'ES-INMES et qui, jusque-là, n'avaient pas la possibilité de s'inscrire dans nos facultés. Donc, désormais, outre les formations de santé, ils peuvent aussi, moyennant une admission à l'ESE de l'option C, s'inscrire aussi dans les autres facultés pour poursuivre leurs études. Et la nouveauté, et c'est cette année que nous créons cette option, l'ESE de l'option D. Et cette option-là est dédiée à ceux-là qui font des formations en langue arabe et qui désirent poursuivre leurs études à l'université, mais précisément à l'Institut de langue arabe et de la culture islamique. Les dossiers de candidature sont à déposer à partir de 3 février, le lundi 3 février 2025. C'est prévu pour 2 mois, donc 3 février jusqu'au 31 mars 2025. Et l'examen, la phase orale, aura lieu le mercredi 14 mai 2025. Pour ceux qui réussissent à la phase orale, la phase écrite est prévue pour les vendredis 16 et samedi 17 mai 2025. L'image fait partie des données personnelles et vous savez que les données à caractère personnel sont de plus en plus protégées, que ce soit dans le droit national comme dans le droit international. Et également, c'est un enjeu. C'est un enjeu parce que les groupes organisés, les groupes criminels également utilisent un certain nombre d'images ou de codes pour pouvoir communiquer entre eux et s'organiser. Et donc, c'est un enjeu majeur de développement, à la fois économique, social et politique. Et au niveau du code d'abord de l'information, du code de déontologie, du code d'éthique et de déontologie de la presse béninoise, déjà au niveau de l'article 15, nous avons clairement défini le principe que le droit à l'image est protégé. Donc on ne peut pas prendre des images individuelles sans le consentement des personnes concernées et les diffuser. Et c'est encore plus prégnant lorsqu'on regarde les questions de violence et des obscénités qui peuvent arriver vraiment dans l'espace public. Le journaliste ne peut pas, sur un accident, commencer à montrer du sang ou commencer à montrer des blessés. Non, ce n'est pas possible. Le code de l'information, dans les articles 15 et 16, protège complètement les individus sur la propriété de leur image. Et donc, il faudra, dès que l'individu est identifiable dans votre image, avoir une autorisation écrite, qu'il accepte de dire oui, je veux, je suis d'accord que vous diffusez mon image. Mais dans tous les cas, même s'il est d'accord, lorsque c'est des images violentes ou obscènes, il n'est pas possible que ces images soient diffusées dans les médias professionnels. Parce que ça va choquer la sensibilité, ça va créer un certain nombre de drames au niveau au niveau de la psychose générale. Et quand vous allez également au niveau du code numérique, c'est pareil. Au niveau du code de l'information, donc du SIC, c'est également pareil. Le législateur béninois a prévu que dès que vous avez des images identifiables d'individus qui n'ont pas donné leur accord express, vous ne pouvez pas les diffuser. Pourquoi? Parce que déjà, nous pouvons utiliser des images des uns et des autres aujourd'hui avec l'IA, l'intelligence artificielle, pour transformer, créer un certain nombre de scénarios qui peuvent ne pas servir l'individu à long terme. Donc il faut vraiment qu'en tant que professionnel, on puisse regarder de façon professionnelle la collecte et le traitement donc des images que nous diffusons dans l'espace public. Mieux, lorsque vous êtes dans des tournages classiques, vous devez même avoir des autorisations
les autorisations au niveau du territoire, donc de la mairie, au niveau de la direction générale de la cinématographie, vous devez avoir des images, des autorisations bien précises. Et quand vous tombez sur les mineurs, qu'ils soient joyeux ou non, vous ne pouvez pas diffuser les images des mineurs. Les mineurs, vous devez pouvoir avoir de leurs tuteurs ou de leurs éducateurs ou de leurs parents, lorsqu'ils sont en vie, des autorisations formelles pour pouvoir diffuser. Vous allez voir, il y a des enfants qui jouent en slip, quelquefois nus, qui se promènent. Et bon, pour faire l'effet, nous filmons ces choses-là. Mais nous n'avons pas le droit de les diffuser sans effectivement le consentement. Et particulièrement pour les enfants, il faudra faire très attention. Parce que vous allez voir, quelquefois, on tente de jouer sur la sensibilité et dit que bon, l'enfant est vulnérable, l'enfant a besoin de moyens, il faut soutenir l'enfant. Et donc, on préfère montrer le côté triste de l'enfant pour susciter la sympathie ou l'empathie des populations ou des donateurs éventuels à ces enfants-là. Mais non, ça ne doit pas se faire parce que le petit enfant est appelé à grandir, à changer de situation. Et demain, ces images peuvent circuler en boucle. Aujourd'hui, avec le cycle de l'Internet et tout ce que nous pouvons archiver, ça peut desservir demain. Et donc, particulièrement pour les enfants, il faudra faire vraiment attention pour que ces images-là soient davantage valorisantes pour eux. Donc, globalement, sur la question de l'image, voilà ce que le journaliste doit faire. Et prendre vraiment ses garde-fous pour ne pas choquer dans l'arène publique. En 2016, le taux de disponibilité opérationnelle était de 17%. Et pour illustrer mes propos, je peux vous dire, compartiment par compartiment, au niveau de l'armée de terre, les fondamentaux demandent qu'on ait un soldat, un fusil d'assaut. Nous étions loin de ce ratio. Au niveau de l'armée de l'air, tous les vecteurs étaient cloués au sol et n'étaient pas opérationnels. Troisièmement, la marine clouait sous les actes de piraterie répétitifs et on n'arrivait pas à sécuriser le golfe de Guinée. Devant ce constat, notre armée n'était pas vraiment capable de réagir contre une menace exogène, qu'elle soit conventionnelle ou asymétrique. Devant ce constat, un programme cohérent pluriannuel de montée en puissance de l'armée a été concocté. Et ce programme, sa réalisation a permis d'avoir une montée en puissance des forces armées béninoises à travers le PAG 1 et le PAG 2. Aujourd'hui, nous côtoyons un taux de disponibilité autour de 78% et nous pouvons dire que les forces armées béninoises sont pleinement opérationnelles. Malheureusement, il y a ce phénomène qui a cours dans la sous-région depuis 2012. Janvier 2012, on a connu la première attaque terroriste au Mali. Et nous avons suivi la progression de ces attaques du Mali. On est venu au Burkina, au Niger. Et devant cette progression, le Bénin a adopté une approche anticipative. Plusieurs opérations ont été montées. La dernière en cours, qui est toujours en cours, c'est l'opération Mirador. Ce qui nous a permis de disposer déjà au niveau des zones susceptibles d'être impactées par ce phénomène de forces présentes et aguerries. La première attaque a eu lieu le 2 décembre 2021. Il y a eu l'effet de surprise, effectivement, on peut dire. Mais depuis cette attaque, les forces armées béninoises repoussent toute tentative des assaillants et nous avons plusieurs dégâts dans leur rang, des dizaines de terroristes neutralisés, des centaines aujourd'hui clouent sous les verrous de la criette et actuellement les attaques se font rares. Et la plupart du temps à l'avantage des forces armées béninoises. Je vais profiter de cette occasion pour saluer la bravoure de nos hommes qui sont actuellement sur le terrain et demander qu'une intention soit faite à ceux qui ont perdu la vie
ou ceux qui ont perdu leur capacité de mouvement dans ces opérations. Une composante vient de naître au niveau de la garde nationale. Il s'agit des forces spéciales. Et cette formation-là va continuer. Cette formation nécessite un certain nombre d'équipements pour ces forces spéciales. Et nous allons les acquérir. En plus, les équipements personnels de protection individuelle doivent être renforcés pour que nous atteignions le ratio de un soldat, un équipement complet de protection individuelle. Ceci va rassurer nos militaires en opération pour savoir qu'ils sont moins vulnérables. Au niveau de l'armée de l'air, nous ambitionnons également augmenter le nombre de vecteurs par d'autres types d'avions. Et au niveau de la marine, je vous ai dit, il y a des commandes qui sont en cours qui seront reçues, mais également augmenter aussi le nombre de patrouilleurs de haute mer pour avoir une présence permanente. L'ambition du chef de l'État, qui est le chef suprême des armées, est de faire du Bénin, le territoire du Bénin, s'entend depuis le point le plus élevé au nord jusqu'à la côte, un oasis de paix, de tranquillité, propice au développement harmonieux du pays amorcé depuis 2016. Les forces armées béninoises s'emploient à merveille pour la réalisation de cet objectif. La population béninoise doit faire confiance en son armée. Leur seul motif est de les protéger. Et je vais reprendre un leitmotiv du 1er bataillon interarmes. Dormez tranquillement, l'armée veille. Comme il y a 7 ans, Donald Trump a une fois encore signé le retrait des États-Unis de l'accord de Paris. Un accord signé en 2015 par plusieurs pays qui visait à maintenir le réchauffement climatique en dessous de 2 degrés Celsius. Deuxième plus grand pollueur de la planète, ce retrait du pays de l'oncle Sam aura des répercussions sur les prochaines conférences des partis. Premier impact, si les États-Unis se retirent de l'accord de Paris, pas évident qu'on ait cette contribution financière des États-Unis qui s'élève déjà quand même à 20% du budget de fonctionnement du secrétariat des Nations Unies pour le climat. Première chose, il y aura une certaine fragilité financière au niveau de ce secrétariat-là. Si les États-Unis se retirent aujourd'hui, ça veut dire que les nouveaux objectifs mondiaux en termes de réchauffement climatique sont pratiquement compromis. Parce qu'après la Chine, qui est le premier pollueur au monde, ce sont les États-Unis qui viennent en deuxième position. Même si les États-Unis sont deuxième pollueur au monde, c'est quand même le premier pays producteur de gaz et de pétrole au monde. Et donc, si les États-Unis se retirent de cet accord, ça veut dire que Donald Trump va continuer à produire et sans limite et sans règles le pétrole, l'exploitation des énergies fossiles, et donc ça va augmenter les émissions des États-Unis qui étaient déjà deuxième pollueur du monde. Et comme il n'y aura plus de contraintes que l'accord de Paris impose aux États-Unis, on aura de plus fortes émissions, mais on n'aura aucune action de la part des États-Unis pour pouvoir quand même faire remplir la justice climatique. La justice climatique qui veut que les plus gros pollueurs quand même mettent des fonds à disposition pour l'adaptation des pays les plus vulnérables. Parmi les plus vulnérables figure l'Afrique. Le continent africain produit environ 4% des gaz à effet de serre, comparé à la Chine qui émet 30%, les États-Unis 11% et l'Inde 8%. En signant son retrait de l'accord, les États-Unis se détournent donc de la justice climatique, mettant en difficulté les différentes actions sur le continent pour réduire un tant soit peu les effets du réchauffement planétaire. Le continent africain était déjà le continent qui fait le plus les frais du réchauffement climatique, et c'est le continent qui n'arrive pas à capter les financements pour faire face au réchauffement climatique. Sur le flux financier climatique international, l'Afrique n'arrive à capter que 3% des fonds disponibles. Et quand vous observez un peu la position des Africains à toutes ces COP, c'est toujours donner plus et faites justice sur ce plan-là. Et donc l'Afrique déjà fragilisée, n'ayant pas les moyens pour l'adaptation, n'ayant pas les moyens pour financer sa transition écologique, privée encore de cette absence des États-Unis qui devait être l'un des plus gros pourvoyeurs,
Imaginez ce que ça peut avoir. Les petits projets de résilience communautaire, les projets d'adaptation à petite échelle locale et aussi dans les politiques nationales des pays où les États-Unis mettaient les mains à la pâte, où les États-Unis finançaient certains projets dans ce sens-là et tout. Il faut que l'Afrique sache qu'elle va payer le plus grand prix, parce qu'elle qui subit déjà le plus les effets. Mais il faut que l'Afrique sache désormais qu'il faut se tourner vers d'autres partenaires qui pourront l'accompagner dans ce processus-là, mais aussi se repenser elle-même, que les pays africains commencent par retourner vers des solutions locales, vers des solutions propres à elles pour voir comment contrer tout ce qui va arriver dans les 4 ans à venir quand Donald Trump sera là. Les derniers incidents climatiques aux États-Unis d'Amérique ont coûté plusieurs millions de dollars au pays de Donald Trump. Reste à savoir si ces événements contribueront à faire revenir sur ses pas l'administration Trump. Le Congrès du travail du Nigeria, principal syndicat du pays, a rejeté l'augmentation de 50% des tarifs des télécommunications approuvés par le gouvernement. Le NLC a annoncé son intention d'organiser une manifestation nationale le 4 février. L'autorité de régulation des télécommunications a approuvé la semaine dernière l'augmentation des tarifs de la téléphonie mobile, la première depuis plus de 10 ans, cédant ainsi à la pression des opérateurs qui luttent contre la hausse des coûts dans un contexte d'inflation élevée et de dévaluation de la monnaie. Les dirigeants syndicaux ont qualifié l'augmentation d'insensible, injustifiable et d'attaque directe contre des citoyens déjà aux prises avec la crise du coût de la vie provoquée par les réformes instituées par le président Bola Tinubu. L'objectif du rassemblement sera donc d'avertir sur les dangers d'imposer une telle augmentation à une population en difficulté. Le syndicat a demandé la suspension immédiate de l'ajustement tarifaire et a appelé au dialogue entre le gouvernement, l'autorité de régulation et les dirigeants syndicaux. Le président du Congrès du travail du Nigeria a menacé de boycotter les services de télécommunications à l'échelle nationale et de faire grève si les autorités refusaient d'engager le dialogue. Les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda ayant pris la plus grande ville de l'Est du Congo ont annoncé jeudi leur intention de poursuivre leur combat vers la capitale Kinshasa. Cette déclaration intervient peu après l'appel du président congolais Félix Tshisekedi à une mobilisation militaire massive pour contrer la rébellion. Notre objectif est le Congo. Nous luttons pour le Congo. Nous ne luttons pas pour les minerais. Nous ne luttons pour rien d'autre. Vous parlez de la balkanisation. Ce n'est pas un mot qui mérite d'être noté dans notre lutte. Nous luttons aujourd'hui pour 3 raisons principales. La première raison est qu'il n'y a pas d'État en RDC. Le régime de Tshisekedi a détruit l'armée, a détruit la police nationale, il a détruit l'administration et surtout il a détruit la justice. Corneille Nangaa, le chef de file de l'AFC M23, n'a pas indiqué comment les rebelles envisageaient d'avancer vers la capitale, située à plus de 1500 km. J'encourage Tshisekedi à continuer à se battre, mais nous allons le combattre jusqu'à ce que nous arrivions à Kinshasa. Les rebelles du M23 ont également déclaré qu'ils seraient ouverts à des discussions directes avec le gouvernement congolais. Au Congo, les habitants de Kinshasa ont salué jeudi le discours attendu du président Félix Tshisekedi. Dans une allocution télévisée diffusée tard le mercredi, le président congolais a appelé à une mobilisation militaire massive pour résister à la rébellion. Je voudrais féliciter le président pour son discours. Nous sommes le peuple et nous voulons qu'il sache que nous sommes toujours avec lui. Mais nous lui conseillons de garder les yeux ouverts, car autour de lui, il y a des traîtres, des voleurs qui le trompent, et ce sont des membres de l'Union sacrée. Lors de son intervention, Tshisekedi a appelé les jeunes à s'enrôler massivement dans l'armée.
Nous, les jeunes, nous voulons nous enrôler dans l'armée pour pouvoir nous prémunir contre l'ennemi, jour et nuit, et pour protéger notre pays. Nous, les jeunes, ne céderons pas. Je suis content de cet appel. Certains affirment vouloir des mesures concrètes pour mettre fin à la guerre dans l'est du Congo. Parler beaucoup n'est pas un problème. Mais nous voulons que le président unisse les politiques et les militaires pour gagner la guerre. Dans l'est du pays, les combattants rebelles du M23 avancent au-delà de Goma, cherchant à étendre leur contrôle dans cette région. Ils ont déclaré jeudi leur intention de mener leur combat jusqu'à Kinshasa, la capitale. Le président rwandais Paul Kagame rejette les critiques sur l'implication de son pays dans le conflit en République démocratique du Congo. Alors que les rebelles du M23, soutenus par Kigali, ont pris le contrôle de Goma et progressent vers Bukavu, la situation s'envenime. Face à la pression internationale, Kagame reste inflexible et affirme être prêt à la confrontation. Arrivé ce jeudi à Kinshasa, le ministre français des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot a déclaré que la France appelle les forces rwandaises à quitter instamment la République démocratique du Congo et le groupe armé M23 qu'elles soutiennent à se retirer immédiatement des territoires dont il a pris le contrôle. Alors que les tensions régionales montent, les pays africains appellent à un cessez-le-feu immédiat. Le Burundi soutient les forces congolaises et l'Afrique du Sud accuse le Rwanda d'alimenter la crise. Dans ce climat explosif, le président congolais Félix Tshisekedi a promis une riposte militaire. La présence de milliers de soldats rwandais sur notre sol mènera à une escalade aux conséquences imprévisibles, a-t-il dit dans son discours à la nation. Ouganda face à une nouvelle épidémie d'Ebola. Un homme est décédé après plusieurs jours de symptômes inquiétants. Il avait consulté plusieurs établissements avant que des tests ne confirment qu'il s'agissait du virus Ebola, souche soudanaise. Il s'agit du premier décès enregistré depuis la fin de la dernière épidémie en janvier 2023. Le patient présentait une fièvre élevée depuis 5 jours, ainsi que des douleurs thoraciques et des difficultés respiratoires qui ont commencé le 20 de ce mois. Ces symptômes ont ensuite évolué vers des saignements inexpliqués provenant de plusieurs parties du corps. Au moment de son décès, il montrait également des signes de défaillance multiorganique. Tout cela s'est produit à l'hôpital national de référence Mulago. Les autorités sanitaires affirment avoir la situation sous contrôle, mais avec plus de 40 contacts identifiés, dont des soignants, le risque de propagation reste élevé. La France met fin à sa présence militaire permanente au Tchad. Ce jeudi, l'armée française a officiellement remis aux autorités tchadiennes la base aérienne à N'Djamena. Une transition qui intervient 2 mois après la rupture de l'accord de défense entre les deux pays. Le transfert de la base Kosei aujourd'hui marque une nouvelle étape. Il s'inscrit dans la décision française de mettre fin aux bases permanentes en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest. Ce changement structurel est nécessaire pour nous adapter à l'évolution du monde et à l'évolution de l'Afrique. Nous réinventons nos partenariats dans une Afrique dynamique dont la jeunesse porte beaucoup d'espoir. Nous devons agir différemment et autrement. Ce transfert marque la fin d'une coopération militaire historique entre Paris et N'Djamena. Avec près de 1000 soldats français stationnés dans le pays, le Tchad était l'un des derniers États africains à maintenir une présence militaire française significative. Je remercie le ministre des Affaires étrangères qui nous donne l'opportunité de réaliser ce rêve. Je vous annonce aujourd'hui que le travail de l'armée française touche à sa fin
et que l'armée tchadienne est capable de reprendre le rôle que l'armée française jouait au Tchad. Cette évolution s'inscrit dans un mouvement plus large. Ces derniers mois, la France a été contrainte de quitter le Niger, le Mali et le Burkina Faso. En décembre, Dakar et Abidjan ont aussi annoncé le départ des troupes françaises, alors que Paris revoit sa stratégie en Afrique.